6 personnes furent jetées sans ménagement sur la route. Une veuve, 4 enfants affamés et une femme de 91 ans qui peinait à respirer. Les portes se fermèrent une à une. Personne n'eut le courage de les accueillir. Il ne restait plus que ce bâtiment oublié à la lisière du village, ce lieu que tous juraient contaminé par des forces obscures. « Je préfère affronter seul ce qui m'attend plutôt que de voir mes enfants mourir de froid », murmura Marguerite, en traînant sa mère malade dans cette cabane délabrée. Mais cette nuit-là, quelque chose refusait de rester immobile. Tout commença par des bruits d'ongles raclant le bois, puis un cri désespéré s'éleva. « De l'eau! Par pitié! De l'eau !» Ce qui était enfoui là n'aurait jamais dû être découvert. Auriez-vous le courage d'y passer une nuit? Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Les derniers rayons du crépuscule avaient déjà disparu derrière d'épais nuages lorsque Marguerite, une veuve de 36 ans, aux mains marquées par des années de labeur dans des champs qui ne lui appartiendraient jamais, s'arrêta devant les grilles rouillées du domaine Saint-Michel. La première goutte de pluie glacée lui ruissela sur le visage, comme si le ciel lui-même pleurait pour elle. Monsieur Beaumont, le nouveau seigneur des terres, qu'il avait hérité avec une soif de pouvoir et un cœur de pierre, demeurait en selle sur son pur sang, trop hautain pour même descendre et prononcer lui-même l'ordre qui allait tout bouleverser. Du haut de son cheval, protégé par l'ombre de son chapeau et brandissant le fouet avec arrogance au-dessus de la selle, il annonça l'expulsion immédiate, déclarant qu'il ne garderait pas sur ces terres de femmes sans hommes ni de vieilles femmes inutiles, incapables de travailler la terre, tandis que ces hommes jetaient dans la boue détrempée les chiffons et les peaux qui représentaient tout ce que Marguerite possédait encore depuis son veuvage. L'humiliation était plus vive encore que le vent glacial qui se mit à souffler sur la plaine, soulevant les jupes et déchirant les mouchoirs, tandis que Marguerite s'efforçait de garder son sang-froid devant ses 4 enfants qui la regardaient avec des yeux écarquillés de panique absolue. Madame Colette, sa mère de 91 ans, tremblait, assise sur une vieille valise de cuir craquelée. Sa peau était fine comme du parchemin, et ses os fragiles comme des brindilles semblaient prêts à se briser sous le poids de son châle noir. Marguerite savait que supplier serait inutile devant un homme dont l'âme semblait forgée du même fer que celui qui marquait son bétail. Alors il ravala sa colère, prit sa plus jeune fille dans son bras gauche et de la droite aida sa mère à se relever, ressentant l'extrême fragilité de ce corps qui avait été autrefois son refuge et qui dépendait désormais entièrement de ses forces déclinantes pour éviter de s'effondrer dans la boue qui se formait sous ses pieds nus. Il n'y avait nulle part où aller. Le village voisin vivait sous la terreur de Monsieur Beaumont, et personne n'osait abriter ceux que leur employeur avait chassés, de peur de représailles qui pourraient leur coûter leurs moyens de subsistance. La seule possibilité restante, la seule que le curé du village avait évoquée à voix basse en faisant le signe de croix, était le vieux bâtiment abandonné, une ruine de pierre et de mortier située à la lisière de la forêt, là où la civilisation s'arrêtait et où commençaient les histoires macabres. On disait que l'endroit était maudit depuis des siècles, que la terre portait les stigmates du sang et que, depuis 20 ans, personne n'avait réussi à y passer une seule nuit sans perdre la raison. Mais pour une mère de 4 enfants à nourrir et une vieille femme rongée par la fièvre, la peur des fantômes était un luxe insoutenable face à la terreur bien réelle des intempéries et de l'hypothermie. Le périple vers ce refuge oublié était devenu une épreuve digne des Écritures saintes, un chemin de croix de boue collante qui leur collait aux chevilles et exigeait un effort surhumain à chaque pas vers leur exil forcé. La pluie tombait avec une fureur qui semblait s'acharner sur eux, transformant les sentiers de terre en torrents boueux et violents. Marguerite fut contrainte de porter sa mère sur son dos pour la dernière partie du voyage, sentant la chaleur fiévreuse de la vieille femme lui brûler la peau à travers le châle trempé, lourd comme une dalle de marbre. Ses poumons la brûlaient, sous l'effort brutal. Ses jambes menaçaient de la lâcher à chaque mètre parcouru, mais les sanglots étouffés de ses enfants la propulsaient en avant avec une force animale et désespérée, puisée au plus profond de sa maternité blessée, refusant de laisser sa famille périr au milieu de ce chemin désolé où même les loups n'osaient s'aventurer par une telle tempête. Jacques, le fils aîné, âgé de seulement 11 ans, essayait de se comporter en chef de famille, portant les fardeaux les plus lourds et tirant ses jeunes frères par la main, bien que Marguerite puisse voir la pure terreur briller dans ses yeux sombres chaque fois qu'un coup de tonnerre déchirait le ciel,
illuminant le paysage fantomatique. La végétation devenait plus dense et menaçante à mesure qu'ils s'éloignaient des champs cultivés. Les branches, telles des doigts squelettiques, semblaient entraver leur progression et des ombres s'étiraient inexplicablement entre les arbres tordus par le vent violent. L'isolement était total, une solitude aussi pesante que la pluie torrentielle. Marguerite devait lutter contre la panique grandissante qui lui murmurait qu'ils marchaient vers leur propre tombe, vers un lieu que Dieu avait abandonné depuis longtemps et où seul le malheur et l'oubli éternel les attendaient. Lorsque la structure de l'ancien bâtiment émergea enfin de la haute végétation épineuse, elle se dressa devant eux tel un crâne abandonné, ses murs de pierre rongés par le temps et son toit d'ardoise fissuré ressemblant à des dents pourries dans une bouche ouverte sur le ciel orageux. Il n'y avait pas de porte, seulement un trou noir qui exhalait un air froid et vicié, et les fenêtres étaient des orbites vides qui semblaient observer son arrivée avec une patience malveillante, fruit de décennies d'abandon total. L'endroit n'invitait pas à entrer. Au contraire, il repoussait avec une énergie inquiétante qui glaçait le sang, mais la pluie s'abattait avec une telle violence que Marguerite n'eut pas le temps d'hésiter. Il poussa ses enfants à l'intérieur, dans l'obscurité, franchissant le seuil de ce lieu que tous les habitants de la région évitaient, scellant ainsi son destin avec cette maison qui recelait des secrets enfouis sous le sol de terre battue. L'intérieur du bâtiment empestait la moisissure, le bois pourri et une autre odeur encore, une douce odeur métallique rappelant vaguement le sang séché et un long enfermement. Marguerite chercha frénétiquement le coin le plus sec où le plafond tenait encore un peu et installa Madame Colette sur un lit de fortune fait de draps humides et de paille trouvés dans un coin, priant pour que la vieille femme puisse survivre à la nuit et ne succombe pas au froid glacial. L'obscurité à l'intérieur de la maison était absolue, une obscurité dense qui semblait avoir son propre poids et sa propre texture, seulement interrompue par des éclairs qui illuminaient brièvement les murs nus, tachés de salpêtre, révélant des ombres qui semblaient bouger du coin de l'œil et disparaître lorsqu'on essayait de se concentrer directement dessus. Les mains tremblantes d'épuisement et transies par un froid mordant, Marguerite parvint à allumer un petit feu au centre de la pièce, à l'aide de morceaux de bois sec qu'elle avait réussi à cacher sous ses vêtements et de fragments d'une chaise cassée abandonnée dans un coin sombre. La flamme crépitait faiblement, projetant une lumière orangée et dansante qui, loin d'apporter du réconfort, faisait onduler les ombres dans les coins, comme si la maison respirait au même rythme qu'eux. Les enfants, blottis autour du feu, tremblaient, les lèvres violacées et le ventre vide gargouillant dans le silence qui s'installait entre chaque coup de tonnerre, cruel rappel que la misère ne leur avait laissé aucun répit, pas même dans ce refuge maudit, où la nourriture n'était qu'un lointain rêve et la sécurité une pieuse illusion. La faim les rongeait, mais c'était la peur qui dévorait leurs âmes. Une terreur primale, née non pas d'histoire de fantômes, mais de l'extrême vulnérabilité de se savoir seul, sans défense, à la merci de ce qui rôdait dans l'obscurité de la forêt environnante. Madame Colette, plongée dans une torpeur fiévreuse, murmurait les noms de personnes disparues depuis des années et des prières décousues, sa voix rauque se mêlant au sifflement du vent qui s'infiltrait par les nombreuses fissures des murs de pierre. Marguerite, les yeux rivés sur l'entrée sans porte, une épaisse planche de bois à la main, les sens en éveil, s'efforçait d'afficher un calme qu'elle ne ressentait pas, tandis que son regard scrutait chaque recoin de cet espace hostile, à la recherche de menaces invisibles, sentant l'atmosphère oppressante du lieu lui serrer la poitrine d'une angoisse suffocante. Et c'est alors, au moment précis où l'épuisement extrême commençait à avoir raison de la vigilance de Marguerite, et où les paupières des enfants commençaient à se fermer sous le poids d'un sommeil profond, qu'ils l'entendirent pour la première fois. Ce n'était ni le vent, ni la pluie, ni le craquement des vieilles poutres. C'était un son différent, délibéré et terrifiant, venant directement d'en bas, des profondeurs de la terre, précisément à l'endroit où reposait la grand-mère malade. C'était un grattement sec, rythmé et persistant, comme si de longs ongles désespérés raclaient le bois pourri de l'autre côté du plancher, cherchant une issue, cherchant de l'air, ou peut-être les nouveaux occupants qui avaient osé troubler le silence de sa tombe oubliée. Marguerite, pétrifiée dans la pénombre, les muscles tendus comme des cordes de violon prêtes à se rompre, entendait un son sec et rythmé qui continuait de résonner sous le plancher. Une cadence de désespoir qu'aucun rat,
Aucun animal des champs n'aurait pu reproduire avec une telle précision humaine. Ses yeux, écarquillés de panique, scrutèrent l'obscurité, cherchant une explication logique qui n'implique pas les esprits dont les villageois parlaient tant, mais son cœur battait la chamade, comme celui d'un oiseau en cage. Les enfants cessèrent instinctivement de pleurer, retenant leur souffle dans une terrifiante synchronisation, comme si leur petit corps pressentait que le danger tapi sous leurs pieds était bien plus ancien et plus sombre que la tempête qui faisait rage dehors. Le grattement ressemblait à des ongles qui craquent contre du bois dur, à des doigts qui creusent à la recherche d'une issue impossible, un bruit qui résonnait jusqu'aux os de Marguerite et lui glaçait le sang plus que le vent qui s'infiltrait par les fissures. « Ce sont des rats, mon amour, juste de gros rats qui cherchent un abri contre la pluie, » murmura Marguerite d'une voix si tremblante que le mensonge s'effondra avant même d'atteindre les oreilles de ses enfants, qui la regardèrent avec cette sagesse prématurée que confère la souffrance. Jacques, du haut de ses 11 ans et accablé de responsabilité, secoua lentement la tête, serrant les lèvres jusqu'à ce qu'elles blanchissent, sachant que les rongeurs ne frappent pas avec insistance, ni ne font de pauses calculées. L'atmosphère du bâtiment abandonné devint lourde, presque irrespirable, chargée d'électricité statique qui fit frissonner Marguerite, tandis que le bruit sous le plancher semblait se déplacer, rampant de quelques centimètres vers le centre de la pièce, juste sous les planches pourries qui grinçaient sans que personne ne marche dessus. La réalité de sa situation, seule avec 4 enfants et une vieille femme mourante dans une maison abandonnée, la frappa de plein fouet. Soudain, les grattements cessèrent brutalement, laissant place à un silence plus terrifiant encore que le bruit, un vide sonore où seul le goutte-à-goutte incessant des fuites et la respiration haletante de la famille, blotties l'une contre l'autre, se faisaient entendre. Puis, surgissant de ce silence sépulcral, un nouveau son s'éleva, si fort que Marguerite porta la main à sa bouche pour étouffer un cri, une longue lamentation aiguë et brisée, comme l'air s'échappant d'une gorge oppressée par des années de silence. Ce n'était ni le hurlement d'un animal, ni le sifflement du vent. Ce fut un gémissement humain, chargé d'une agonie si profonde et palpable qu'il semblait vibrer dans l'air vicié de la pièce, montant et descendant en une mélodie de douleur qui évoquait une solitude éternelle et une souffrance inconsolable. Madame Colette, qui jusqu'alors était restée immobile dans son délire fiévreux, ouvrit les yeux avec une clarté soudaine et troublante, fixant son regard laiteux sur le sol de terre battue, comme si elle pouvait voir à travers. « Tu m'entends, ma fille ?» murmura-t-il d'une voix rauque qui semblait venue d'un autre monde, levant une main squelettique pour pointer vers le centre du bâtiment. « Ce n'est pas le vent qui gémit, Marguerite, c'est la terre qui pleure. Il y a quelque chose là-dessous qui n'a pas trouvé le repos, quelque chose qui réclame justice ou vengeance. » Les paroles de la vieille femme flottaient dans l'air glacial, ajoutant une dimension surnaturelle à l'instant. Mais étrangement, au lieu de paralyser Marguerite, elles allumèrent en elle une étincelle de fureur protectrice, cet instinct maternel sauvage qui refuse d'être une victime lorsque sa progéniture est en danger. Marguerite sentit la peur se muer en une détermination froide et inflexible. Elle ne permettrait à aucun fantôme, démon ou souvenir maudit de nuire à sa famille, qui avait déjà trop perdu aux mains des vivants pour craindre les morts. Elle lâcha doucement ses enfants, leur ordonnant du regard de ne pas bouger, puis se leva, saisissant d'une main une épaisse planche de bois et de l'autre le vieux chandelier en métal, s'armant de la seule arme à portée de main. Ses pieds nus foulèrent le sol inégal, insensibles au froid et à la saleté, se dirigeant vers la source du bruit avec la détermination d'une guerrière défendant son dernier bastion, tandis que son ombre, immense et déformée, se détachait sur les murs de pierre patinés par le temps. À mesure qu'il s'approchait du centre de la pièce, la lamentation devint plus claire, plus gutturale, perdant son caractère éthéré pour devenir quelque chose d'indéniablement physique et intime, un son qui provenait d'une vraie gorge, de vrais poumons et de vraies cordes vocales. Marguerite s'arrêta précisément devant des planches qui semblaient plus instables que les autres, observant la poussière qui dansait dans les interstices à chaque expiration de cette créature cachée. L'air autour de cet endroit précis avait une odeur différente, une puanteur de confinement, d'excréments rances et d'humidité souterraine montée par vagues nauséabondes, confirmant que ce qui se trouvait là n'était pas un esprit désincarné, mais quelque chose qui pourrissait et respirait dans les ténèbres. Le cœur battant la chamade, Marguerite s'agenouilla,
posant son bâton pour utiliser ses deux mains et enfonçant ses doigts dans la terre humide qui entourait le bois pourri. « Qui est là ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, bien qu'elle tremblait intérieurement, espérant une réponse qui pourrait changer son destin ou mettre fin à ses jours sur le champ. Le gémissement s'interrompit brutalement, remplacé par une respiration haletante et sifflante, comme si la créature était surprise d'être entendue après si longtemps. Un instant de tension insoutenable s'installa, où le temps sembla s'arrêter et le monde extérieur disparaître, tout se réduisant à cette femme agenouillée sur le secret de la construction et aux ténèbres qui l'attendaient en dessous. Puis, une voix émergea des fissures, une voix qui ne sonnait pas comme des menaces, mais comme le cri le plus pur, le plus brisé qu'un être humain puisse prononcer. De l'eau, pour l'amour de Dieu, de l'eau. Ce n'était ni le rugissement d'un monstre, ni la malédiction d'un spectre. C'était le cri désespéré de quelqu'un qui avait oublié comment parler, traînant les mots comme s'il s'agissait de pierres pesantes. Marguerite sentit le monde tourner autour d'elle. La malédiction, la terreur du village, les histoires de fantômes, tout s'effondra devant la brutale réalité de cette supplique. Il n'y avait pas de démon sous le plancher du bâtiment abandonné. Il y avait de la souffrance, il y avait de la soif. Il y avait un homme enterré vivant. « Jacques, viens vite !» ordonna Marguerite sans quitter les planches des yeux, sa voix empreinte d'une nouvelle urgence. Le garçon, surmontant sa propre terreur face à la détermination de sa mère, accourut à ses côtés et ensemble, ils se mirent à arracher le bois pourri, enfonçant leurs ongles, utilisant le morceau de bois comme levier, sans se soucier des échardes qui leur lassaient la peau. La planche céda dans un craquement atroce, soulevant un nuage de poussière et révélant un trou noir et carré d'où s'échappait un souffle froid et fétide. Marguerite approcha le chandelier du bord, protégeant la flamme de sa main pour que le vent ne l'éteigne pas, et se pencha au-dessus de l'abîme, le cœur lourd. La lueur vacillante de la bougie descendait par le trou, illuminant d'abord des murs de pierre brute, puis un sol de terre jonché d'immondices, et enfin, dans le coin le plus éloigné, une silhouette humaine. Ce que vit Marguerite lui glaça le sang, non de peur, mais d'une compassion douloureuse et profonde. Un vieillard squelettique, presque nu, couvert de plaies et de crasses, avec une barbe blanche emmêlée qui lui descendait jusqu'à la taille. Il était enchaîné à un épais poteau de bois, tel un chien enragé, et ses yeux énormes, dans son visage cadavérique, reflétaient la lueur des bougies avec un mélange de terreur et d'espoir incrédule qui brisa l'âme de Marguerite en 1000 morceaux. Marguerite oublia sa peur des spectres, dès l'instant où ses yeux croisèrent le regard suppliant de cet être humain réduit à l'état de bête. Sans hésiter, ignorant les protestations terrifiées de ces jeunes enfants qui l'observaient depuis l'ombre, elle se glissa dans l'ouverture irrégulière, s'écorchant les bras contre les bords irréguliers du bois pourri. Le sol du sous-sol était froid et humide, un mélange boueux de terre et d'excréments qui collait à ses pieds nus. Mais elle continua d'avancer, ignorant la nausée causée par l'odeur nauséabonde de l'enfermement et de la maladie. Jacques, d'en haut, abaissa le chandelier de son bras tendu aussi bas qu'il le put, créant un cercle de lumière vacillant qui parvenait à peine à repousser les ombres dans les recoins de ce cachot improvisé sous terre. À son approche, le vieil homme se recroquevilla contre le poteau, un réflexe propre à ceux qui, ces derniers temps, avaient reçu plus de coups que de caresses. Il se couvrit le visage de ses avant-bras, réduit à l'état d'os recouvert d'une peau grisâtre et de vieilles cicatrices. « Ne me frappez plus, Beaumont, plus jamais !» gémit-il d'une voix à peine audible, comme un murmure de feuilles mortes, confondant sa sauveuse avec son bourreau sur la fine frontière qui séparait sa folie de la réalité. Marguerite sentit son cœur se briser devant cette manifestation de terreur pure. Elle s'agenouilla lentement pour ne pas l'effrayer davantage, se mettant à sa hauteur, et lui murmura des mots de réconfort qui lui venaient instinctivement, les mêmes mots qu'elle utilisait pour calmer ses enfants lorsqu'ils se réveillaient en sursaut d'un cauchemar fiévreux au milieu de la nuit. Avec une infinie douceur, Marguerite apporta aux lèvres gercées de l'homme un petit bol d'eau en terre cuite qu'elle avait réussi à emporter, l'inclinant délicatement pour que le liquide vital humecte sa bouche desséchée. Le vieil homme but avec une désespérance animale, s'étouffant, toussant, puis léchant les gouttes qui coulèrent sur sa barbe emmêlée, comme s'il s'agissait du nectar le plus précieux de l'univers, tandis que d'épaisses larmes sales commençaient à nettoyer les sillons de ses joues, couvertes d'immondices. Ce fut un acte de communion sacrée au milieu de la saleté,
Un moment où l'humanité des deux se rencontra et se reconnut au-delà de l'horreur de la situation, brisant les barrières de la peur et du dégoût que n'importe qui d'autre aurait ressenti dans ce lieu maudit. Une fois sa soif étanchée, l'homme laissa retomber sa tête en arrière, respirant bruyamment, et ses yeux, désormais un peu plus clairs, se fixèrent sur le visage de Marguerite avec une intensité presque douloureuse. « Êtes-vous un ange de la mort ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, tentant de toucher le tissu de sa robe mouillée avec des doigts terminés par de longs ongles recourbés comme des griffes d'oiseau. « Non, grand-père. Je suis Marguerite. Je suis une femme vivante et je suis venue vous aider, » répondit-elle en prenant l'une de ses mains froides dans les siennes pour la réchauffer et le rassurer de sa présence. Ce contact humain sembla le bouleverser, une décharge électrique le traversant et réveillant des souvenirs enfouis d'une époque où lui aussi était un homme respecté et non un secret plongé dans l'ombre. « Marguerite » répéta-t-il, savourant le nom comme un mot magique. Puis, dans un effort titanesque qui sembla épuiser ses dernières forces, il se redressa un peu plus contre ses chaînes rouillées. « Je suis Étienne. Étienne Lacroix. Ces terres, ce sol que vous foulez, tout était mien avant que les ténèbres ne m'engloutissent. » Marguerite réprima un cri de surprise et porta la main à sa bouche. Le nom d'Étienne était légendaire dans la région. Cet ancien propriétaire terrien, homme bon, était censé être mort héroïquement dans une embuscade durant les violentes révoltes paysannes, plus de 10 ans auparavant. Le voir là, devant elle, vivant et enchaîné, c'était comme assister à l'histoire qui se réécrivait sous ses yeux, dans un bain de sang et de trahison. Entre deux quintes de toux et de longues pauses pour reprendre son souffle, M. Étienne raconta son calvaire. Un récit d'une cruauté à faire passer n'importe quelle tempête pour une simple bagatelle. Il n'y eut ni révolte ni embuscade. C'est son propre neveu, Beaumont, qui le trahit par cupidité, l'empoisonnant avec du vin et le traînant dans cette cave oubliée qui servait jadis à affiner le fromage et à entreposer le vin. Il voulait ma signature. Il voulait que je lui cède légalement tous mes biens avant de me tuer, a-t-elle avoué avec amertume. Mais j'ai caché les documents de propriété. Je les ai cachés là où il ne les chercherait jamais. Et c'est pour ça qu'il m'a gardée ici en vie mais morte, attendant que je craque. La cruauté de Beaumont était sans limite. Il avait gardé son oncle dans ce trou pendant 12 longues années, ne le nourrissant que de miettes et d'eau sale qu'il faisait couler par un tuyau caché dans la forêt, juste assez pour le maintenir à flot, mais trop faible pour se défendre. Étienne avait survécu en mangeant des rats, en buvant l'humidité des murs et en s'accrochant à la seule vengeance possible. Ne pas mourir, ne pas céder, devenir une épine dans le pied de son neveu, le secret qui l'empêchait de savourer pleinement son larcin. Chaque jour qu'Étienne vivait était une victoire silencieuse contre le monstre qui parcourait ses terres à cheval, riant et buvant comme s'il était le maître légitime du monde. « Les cris !» murmura Marguerite, recoupant les informations, tandis que l'horreur de la révélation s'imposait à sa conscience. Les villageois disent que la maison est maudite, car ils entendent des gémissements la nuit. Étienne hocha tristement la tête, fermant les yeux au souvenir de ses propres nuits de désespoir. C'était moi, Marguerite. J'ai crié au secours. J'ai crié vers Dieu. J'ai crié jusqu'à en saigner la gorge. Et Beaumont, il s'est servi de mes cris. Il a dit à tout le monde que c'était des fantômes, des démons, des âmes tourmentées. Il a utilisé ma douleur pour effrayer les curieux, pour s'assurer que personne ne vienne découvrir son crime. Ma propre souffrance était sa meilleure protection. Une vague d'indignation brûlante et féroce submergea Marguerite, effaçant toute trace de peur ou de soumission qui subsistait sur son visage face au chef Beaumont. Cet homme ne s'était pas contenté de l'humilier, elle et sa vieille mère. Il avait torturé sa propre famille, il avait manipulé la foi et la peur de tout un village pour dissimuler un péché impardonnable. Elle regarda les épaisses chaînes qui liaient les chevilles d'Étienne, la rouille mêlée de croûtes de vieux sang, et jura sur la vie de ses enfants que cet homme ne passerait pas une minute de plus dans ces ténèbres si elle pouvait l'empêcher, même si elle devait arracher les chaînes avec ses propres dents. « Il faut le sortir d'ici », dit Marguerite d'un ton déterminé, levant les yeux vers Jacques qui la regardait, le visage pâle collé au trou. Il essaya de tirer sur la chaîne, frappant le cadenas avec une pierre trouvée par terre, mais le fer était épais et ancien, forgé pour résister au temps et à la force d'un homme désespéré. Tandis qu'il frappait en vain le métal, un son lointain mais indubitable parvint de l'extérieur, perçant les murs de pierre et atteignant la cave.
le hennissement des chevaux et les voix d'hommes qui approchaient sous la pluie qui commençait à se calmer. L'aube approchait, et avec elle le danger que Beaumont revienne pour achever ce qu'il avait commencé, ou pire encore, pour faire taire les nouveaux témoins de son infamie. Le grondement des sabots frappant la terre humide résonna dans la cave comme le roulement des tambours de guerre, vibrant à travers les murs de pierre et faisant trembler la poussière du plafond bas. Marguerite sentit la panique lui serrer la gorge, une étreinte glaciale menaçant de l'étrangler, car elle savait que M. Beaumont ne chevauchait pas sous la pluie matinale pour présenter des excuses ou faire preuve de clémence. Les cris des contremaîtres et le claquement des fouets à l'extérieur confirmèrent leurs pires craintes. Ils étaient venus pour en finir, effacer toute trace de la famille qu'ils avaient expulsée et peut-être, poussés par une superstition ou une suspicion paranoïaque envers le patron, pour s'assurer que la malédiction qui pesait sur l'immeuble serait à jamais réduite au silence sous les cendres. En entendant la voix de son neveu filtrer à la surface, Étienne se recroquevilla encore davantage, tremblant violemment, le traumatisme d'une décennie de torture se réactivant dans chaque nerf de son corps martyrisé, suppliant Marguerite du regard de fuir et de le laisser là affronter son destin. « Laissez-moi ici, femme. Sauvez-vous et vos enfants », implora le vieil homme en la repoussant faiblement de ses mains osseuses, s'efforçant de paraître noble malgré son désespoir. « S'il vous trouve ici avec moi, il sera impitoyable. Il croit que je suis un secret englouti par la terre, et il tuera quiconque tentera de me déterrer. » Mais Marguerite, l'adrénaline effaçant la fatigue de ses muscles et la flamme de l'injustice brûlant dans sa poitrine, secoua la tête avec une férocité qui surprit même Étienne. Elle n'avait pas traversé un enfer de boue et d'humiliation pour se rendre maintenant. Elle n'allait pas laisser ce monstre gagner à nouveau. Pas tant qu'elle aurait du souffle dans ses poumons, et une vérité si lourde qu'elle pourrait écraser des empires. Elle contempla une dernière fois les chaînes, sachant qu'elle ne pourrait les briser à temps, et prit une décision désespérée. Si elle ne pouvait libérer le corps d'Étienne, elle libérerait au moins son existence aux yeux de Dieu et des hommes. Avec l'aide de Jacques, qui tirait d'en haut avec une force née de la terreur, Marguerite se glissa dans le trou, émergeant des entrailles de la terre, au moment précis où la lueur orangée des torches commença à filtrer à travers les fissures des murs de pierre, baignant l'intérieur du bâtiment de lumière violente et d'ombre dansante. L'air à l'intérieur de la maison était devenu lourd, saturé de l'odeur chimique caractéristique du pétrole et du goudron, signe évident des intentions incendiaires des visiteurs nocturnes. Les plus jeunes pleuraient en silence, blottis autour de leur grand-mère comme des chiots apeurés, les yeux rivés sur l'entrée dévastée, où les silhouettes des cavaliers se détachaient sur la lueur du feu, tels des démons surgis de la même tempête pour s'emparer de leurs âmes. Dehors, la pluie s'était calmée, ne laissant place qu'à une fine bruine grise, mais l'atmosphère était chargée de fureur sous l'effet de la colère de M. Beaumont, qui hurlait des ordres d'une voix brisée par l'alcool et la rage. « Foutez le camp, sale parasite! Foutez le camp ou vous brûlerez avec les vers !» rugit-il, faisant cabrer son cheval noir devant l'entrée du bâtiment. Une torche allumée à la main droite crépitait de façon menaçante, projetant des étincelles qui s'éteignaient dans la boue. Les contremaîtres qui l'accompagnaient, de simples villageois contraints par la nécessité et la peur de le servir, tenaient leurs torches avec moins de conviction, jetant des regards furtifs à la maison en ruine, partagés entre une crainte superstitieuse et la honte de ce qu'ils allaient faire à une veuve et à ses enfants. Pour eux, ce lieu demeurait le royaume des morts, et le déranger revenait à s'attirer un malheur plus grand encore que la colère de leur maître. Marguerite courut vers ses enfants, se plaçant entre eux et la porte ouverte, cherchant désespérément quelque chose, n'importe quoi pour se défendre, mais ne trouva que la fragilité de ses mains vides et l'épuisement d'une vie de lutte. L'odeur de fumée commençait à s'infiltrer plus fortement. Beaumont, impatient face à l'absence de réaction et enhardi par sa propre cruauté, avait jeté la première torche contre le toit de chaume humide qui sifflait et fumait, résistant à un embrasement immédiat, mais promettant un brasier imminent s'il continuait à alimenter le feu. « Je t'ai donné une chance, Marguerite !» cria le propriétaire, le visage déformé par les ombres et la lumière vacillante. « Mais tu as insisté. Maintenant, la terre va t'engloutir. » C'est alors que l'impossible se produisit, un acte défiant la médecine et la logique, un miracle né de la pure volonté matriarcale. Madame Colette, cette femme de 91 ans qui avait peiné à rester assise durant le voyage,
dont les os semblaient de cristal et dont l'esprit vagabondait au gré d'anciennes fièvres, se leva. Il se leva lentement, ses articulations craquant comme des branches sèches qui se cassent, mais avec une stabilité qu'il n'avait plus depuis des années. Son visage, jadis perdu dans le délire, affichait désormais une lucidité saisissante et terrifiante. Ses yeux enfoncés brillaient d'une flamme qui ne provenait pas de torches, mais d'une indignation ancestrale, accumulée au fil de près d'un siècle d'injustices subies. Elle se dégagea de l'étreinte protectrice de ses petits-enfants et, refusant l'aide de Marguerite, se dirigea vers la porte. La vieille femme traînait les pieds, enveloppée de haillons, mais le dos droit et la tête haute traversant la pièce faiblement éclairée, tel un spectre vengeur qui refuse de se laisser intimider par les vivants. Marguerite tenta de l'arrêter, craignant que Beaumont ne la frappe ou ne la renverse avec le cheval, mais une force émanant de sa mère la figea sur place. Madame Colette ne marchait pas vers la mort, elle marchait vers son devoir. Arrivée au seuil, là où la pluie ruisselait sur la terre et la boue, la vieille femme s'arrêta. Silhouette frêle et menue, drapée de noir, elle contrastait avec la brutalité imposante des cavaliers et des flammes. Sa présence, si soudaine et si fantomatique, fit hennir les chevaux, qui reculèrent instinctivement devant cette apparition, véritable incarnation de la mort. Beaumont tira sur les rênes pour maîtriser sa monture, surpris un instant, avant de laisser échapper un rire nerveux qui sonna creux dans le silence de l'aube. « Toujours là, vieille sorcière !» cracha-t-il avec mépris, tentant de reprendre le contrôle de ces hommes qui murmuraient des prières. « Tu crois que tu vas m'effrayer avec tes yeux morts? Retourne dans ton trou avant que je ne te brûle vif, toi aussi. » Mais Madame Colette ne recula pas, ne trembla pas et ne baissa pas les yeux. D'un mouvement lent et délibéré, elle leva le bras droit, un membre squelettique à la peau flasque, et d'un long doigt accusateur, elle pointa non pas Beaumont, ni le ciel, ni la route. Elle désigna derrière elle, vers l'intérieur obscur du bâtiment, droit vers le trou dans le plancher que Marguerite et Jacques avaient découvert. « Vous, » dit la vieille femme d'une voix qui, bien que faible, fendait l'air humide avec la clarté d'une cloche d'église. « Vous parlez de trou, Beaumont. Vous parlez des morts. » Son ton n'était pas une question, mais une affirmation. Les contremaîtres restèrent immobiles, leurs torches vacillant à la main, sentant l'atmosphère s'alourdir, chargée d'une vérité imminente sur le point d'exploser. Madame Colette tourna légèrement la tête vers Marguerite, un geste d'autorité imperceptible, et Marguerite comprit. C'était le moment. Il n'y avait ni armes, ni force physique, seulement la vérité nue et terrible qui gisait enchaînée sous ses pieds. Marguerite courut vers le trou, appela Jacques, et ensemble, avec une force qui semblait venue de Dieu, ils commencèrent à tirer sur la chaîne qu'ils étaient parvenus à détacher partiellement du poteau pourri en contrebas. Ou peut-être aidait-il simplement la silhouette qui tentait déjà de grimper, poussée par le tumulte venant d'en haut. Personne ne prononça un mot, tandis que, des ténèbres du sol, tel un Lazare biblique sortant de son tombeau, une tête hirsute blanche et sale commença à émerger. D'abord, des mains agrippées au bord du plancher comme des griffes, puis des épaules osseuses, et enfin le visage barbu et les yeux fous de M. Étienne. Marguerite et Jacques le soutinrent, portant son poids mort, et le traînèrent pas à pas vers la lumière de l'entrée, jusqu'à le déposer juste à côté de Madame Colette. La vue de cet homme, que tous croyaient mort et enterré avec les honneurs 10 ans auparavant, transformé à présent en un spectre vivant de douleur et de saleté, frappa les personnes présentes avec la force d'un coup de marteau. Beaumont devint blanc comme un linge, la torche lui glissant des doigts engourdis et tombant dans la boue avec un sifflement qui était le seul bruit dans toute la vallée, tandis que ses yeux s'écarquillaient lorsqu'il se retrouva face à face avec l'oncle qu'il avait assassiné de son vivant, chaque jour pendant les 12 dernières années. La terreur absolue qui déformait le visage de M. Beaumont était une image qui resterait gravée dans la mémoire de tous les présents. Un masque grotesque où l'arrogance s'effondrait, laissant place à une peur primitive et superstitieuse. Il ne voyait ni un prisonnier évadé, ni un parent qu'il croyait avoir vaincu. Il voyait sa propre conscience se matérialiser, un cadavre putréfié revenant des enfers pour réclamer la dette de sang qu'il pensait régler par l'oubli. Sa bouche s'ouvrit dans un cri étouffé qui ne sortit jamais, car l'air s'était figé dans ses poumons, et ses mains, gantées de cuir fin, tremblaient tellement qu'il lâcha les rênes, perdant le seul contrôle qui lui restait sur la bête nerveuse qu'il montait et sur la situation qui lui échappait comme du sable fin. Derrière lui,
l'effet sur les contremaîtres fut encore plus dévastateur et immédiat. Ces hommes de la campagne, habitués à la violence des champs et à obéir sans broncher, baissèrent leurs armes comme si leurs mains brûlaient. Pour eux, M. Étienne n'était pas un homme sauvé, mais un miracle ou une malédiction biblique. Le retour du bon propriétaire terrien, dont ils avaient pleuré la mort 10 ans auparavant et dont ils avaient honoré la mémoire en secret. Qu'ensin, les hommes se mirent à faire frénétiquement le signe de croix, murmurant des prières de protection et jetant leurs torches fumantes dans la boue, refusant de participer à une attaque contre celui qui, à leurs yeux, avait vaincu la mort elle-même pour rendre justice divine en ce matin gris et froid. Monsieur Étienne, soutenu uniquement par la force de Marguerite et de Jacques, leva la tête avec un effort qui fit craquer les vertèbres de son cou maigre et fixa ses yeux injectés de sang sur la silhouette tremblante de son neveu. Il ne dit pas un mot. C'était inutile. Sa simple présence drapée de haillons et de chaînes rouillées était une accusation plus éloquente que n'importe quel discours légal ou cri de guerre. Sa barbe blanche et sale bougea légèrement, comme pour former un nom, mais seul un sifflement rauque s'échappa, porté par le vent jusqu'aux oreilles de Beaumont, tel un jugement dernier, murmuré par la terre qu'il avait tenté de voler par le mensonge et une violence extrême. Beaumont, retrouvant un fragment de sa lucidité venimeuse, tenta de réagir avec le seul outil qu'il connaissait, un déni violent et désespéré. « C'est un piège, c'est de la sorcellerie !» hurla-t-il d'une voix qui se brisa en rugissements hystériques, pointant d'un doigt tremblant l'entrée du bâtiment. « Cette vieille sorcière a invoqué un démon pour nous tromper. Tuez-les! Je vous ordonne de tous les tuer avant qu'ils ne nous maudissent !» Mais ces ordres tombèrent dans l'oreille d'un sourd, se heurtant au mur de silence et de respect révérencieux érigé par ses propres hommes, qui désormais le regardaient non plus avec crainte, mais avec un mélange d'horreur et de répulsion, découvrant pour la première fois la véritable nature de l'homme qu'il servait. Le cheval de Beaumont, animal magnifique et nerveux, perçut la panique de son cavalier et la tension palpable du moment. Ou peut-être réagit-il à l'odeur de mort et de confinement qui émanait d'Étienne. Il se cabra violemment, hennit bruyamment et leva les antérieurs, brisant l'équilibre précaire de son propriétaire. Beaumont, dont les réflexes étaient engourdis par la terreur et l'alcool de la nuit précédente, ne parvint pas à se tenir en selle. Il glissa en arrière, agitant inutilement les bras comme un épouvantail déchu, et s'écrasa lourdement sur le dos dans la même boue épaisse et froide où, quelques heures auparavant, il avait forcé Marguerite à s'agenouiller. Le choc fut brutal et violent, lui coupant le souffle et le laissant hébété, couvert de boue de la tête aux pieds, ses beaux vêtements ruinés et sa dignité brisée en une fraction de seconde. Il tenta de se relever, glissant dans la boue, reculant à 4 pattes comme un crabe apeuré, s'éloignant de la silhouette fantomatique de son oncle qui demeurait immobile dans l'embrasure de la porte. La chute n'était pas seulement physique, elle était symbolique. Le tyran fut renversé de son piédestal, rampant dans la fange qu'il avait réservée aux autres, terrassé par la terre même qu'il entendait posséder à tout prix. Madame Colette observait la scène sans broncher, le visage ridé figé, tel un chêne centenaire qui a bravé bien des tempêtes et sait qu'elles finissent toutes par s'apaiser. Sa main, qui quelques minutes auparavant avait pointé le trou, se posa lentement sur l'épaule de sa fille. Un geste silencieux de soutien qui en disait plus long que 1000 mots de réconfort. Marguerite sentit le poids de la main de sa mère et prit une profonde inspiration, sentant la peur qui l'avait suffoquée pendant les dernières 24 heures commencer à se dissiper, remplacée par une lucidité froide et une certitude absolue que le cauchemar était terminé, ou du moins avait changé de main. Les contremaîtres mirent pied à terre, non pour secourir Beaumont qui gémissait à terre en s'essuyant les yeux de boue, mais pour s'approcher avec prudence et respect de l'entrée de la maison. Le contremaître, un homme âgé nommé Laurent, qui servait la famille depuis sa jeunesse, ôta son chapeau trempé et s'agenouilla dans la boue, sans se soucier de se salir les genoux. « Boss Étienne », murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Est-ce vraiment vous ? Nous avons fait dire des messes pour vous. Nous pensions que vous étiez auprès de Dieu. » Étienne hocha faiblement la tête, et une larme unique et pure coula sur sa joue, confirmant son identité et son humanité aux yeux des hommes qui lui avaient jadis été fidèles. La scène avait quelque chose d'irréel, presque pictural. La lumière grise de l'aube illuminait ce tableau de misère et de rédemption. La veuve et ses enfants,
entourant le vieil homme enchaîné, la grand-mère centenaire veillant sur lui comme une gardienne éternelle, et le criminel vaincu se tordant de douleur au sol, tandis que ces hommes lui tournèrent le dos pour honorer sa victime. Marguerite serra dans ses bras ses plus jeunes enfants, qui avaient cessé de pleurer, et observait Titou avec de grands yeux curieux, comprenant instinctivement que le danger immédiat était passé, que le monstre du cheval avait été vaincu non par la force, mais par la vérité que leur mère et leur frère avaient mise au jour. Le soleil finit par percer les nuages, projetant des rayons pâles qui faisaient scintiller les chaînes d'Étienne, transformant les fers, symboles d'esclavage, en preuves irréfutables du martyre. Beaumont, réalisant qu'il avait perdu tout contrôle de la situation et de ses hommes, cessa de crier et s'assit haletant dans la boue, le regard perdu, sachant que le jugement du village, qui commençait déjà à s'éveiller et à s'approcher, alerté par le tumulte, serait bien moins clément que le silence du tombeau qu'il avait fait construire pour son oncle. La justice, tardive et souillée, avait enfin atteint le vieux bâtiment abandonné. Libérés du joug de la peur par la preuve miraculeuse qui s'offrait à leurs yeux, les contremaîtres n'eurent besoin d'aucun ordre pour agir. Animés d'une loyauté ancestrale et d'une haine renouvelée pour le tyran déchu, ils encerclèrent Beaumont, qui tentait d'échapper au jugement de ses pairs. Laurent, le contremaître, prit une corde de chanvre sur la selle de son cheval et, d'un geste rapide et précis, attacha les mains du propriétaire dans son dos, ignorant ces menaces murmurées de licenciement et de sanctions légales qui sonnaient déjà creux dans l'air frais du matin. L'humiliation de Beaumont fut totale lorsqu'ils le hissèrent en l'air, ses vêtements couverts de fumier et de boue, le forçant à regarder dans les yeux de l'oncle qu'il avait condamné aux ténèbres, inversant instantanément la hiérarchie du pouvoir qui avait régné sur la région d'une main de fer pendant une décennie sanglante. La rumeur de l'agitation s'était répandue comme une traînée de poudre. Bientôt, les habitants du village voisin commencèrent à affluer à la lisière de la forêt, attirés d'abord par la fumée, puis par les cris, formant un cortège de curieux, des femmes avec des châles et des hommes avec des chapeaux à la main. Arrivés sur le chantier et témoins de la scène, un silence de mort s'abattit sur la foule, seulement troublé par les sanglots de quelques femmes âgées qui reconnaissaient dans la silhouette squelettique d'Étienne le bienveillant employeur de leur jeunesse. Il n'y eut ni lynchage ni violence excessive, car la présence de Madame Colette, debout auprès de l'homme sauvé telle une statue de justice, imposait un respect sacré qui transforma la colère collective en une solennité quasi religieuse. Marguerite, prenant les rênes avec l'aisance naturelle de celle qui est née pour diriger en temps de crise, ordonna qu'on apporte des couvertures sèches pour recouvrir la nudité honteuse d'Étienne, dont les yeux clignaient douloureusement sous la lumière du soleil, qu'ils n'avaient pas vue depuis 12 ans. La peau du vieil homme était translucide, presque bleutée à la lumière du jour, et ses membres tremblèrent de spasmes incontrôlables maintenant que l'adrénaline du sauvetage commençait à retomber, le laissant à la merci du froid et d'une extrême faiblesse. « Ramenons-le chez lui, » dit Marguerite, non pas en parlant de l'immeuble, mais du domaine Saint-Michel, la grande maison qui se dressait sur la colline et qui avait été spoliée par la cupidité. Le cortège vers le domaine était lent et solennel, comme un enterrement, mais l'espoir y régnait en maître, remplaçant la tristesse. 2 robustes contremaîtres improvisèrent une civière avec des branches et des manteaux pour transporter Étienne, qui s'accrochait à la main de Marguerite comme à son seul lien avec la réalité. Madame Colette, sa mission divine accomplie, sembla se ratatiner à nouveau, redevenant la frêle femme de 91 ans, et dut être portée dans les bras d'un des hommes, épuisée au point de ne plus pouvoir se défendre. Jacques marchait devant, la tête haute, menant ses jeunes frères. Pour la première fois, il ne se sentait plus comme un paria, mais comme faisant partie d'un événement historique et grandiose. Tandis qu'il franchissait le portail en fer forgé du domaine Saint-Michel, celui-là même qui leur avait été claqué au nez la veille sous la pluie, les domestiques sortirent sur les balcons et dans les cours, alertés par le bruit. Des cris d'étonnement et des évanouissements s'élevèrent à la vue du maître mort entrant, suivi de Beaumont, ligoté et abattu. Les cuisinières et les blanchisseuses, ces femmes qui avaient enduré en silence les sévices de leur neveu, accoururent pour embrasser les mains sales d'Étienne, pleurant et implorant son pardon de ne pas avoir su, de ne pas avoir entendu les cris que le vent portait de la forêt. La grande maison, plongée dans la froideur et la vaine ostentation de Beaumont, sembla s'éveiller, ouvrant portes et fenêtres pour chasser l'odeur de l'enfermement et laisser entrer la vie réelle et douloureuse que le cortège apportait.
On installa M. Étienne dans son ancienne chambre, une pièce spacieuse donnant sur les champs qu'il avait tant aimés, et l'on remplaça le lit de soierie de Beaumont par des draps de coton frais et propres. Le médecin du village, un homme de science qui avait signé le faux certificat de décès des années auparavant sous la contrainte et la tromperie, arriva pâle et tremblant, et en examinant le corps du vieil homme, il dut sortir dans le couloir pour vomir, horrifié par les cicatrices, les marques de chaîne et la grave malnutrition qui témoignaient d'une cruauté systématique et prolongée. « C'est un miracle qu'il soit en vie », dit-il d'une voix rauque, regardant Marguerite avec un mélange d'admiration et de culpabilité. Son corps est détruit, mais son cœur a continué de battre par la seule force de sa volonté. Pendant ce temps, Beaumont était enfermé dans le grenier à grains, gardé par ses anciens employés qui, à tour de rôle, le surveillaient d'un regard méprisant, lui refusant tout réconfort jusqu'à l'arrivée des autorités fédérales de la capitale provinciale. La nouvelle de la résurrection de l'homme était déjà parvenue au maire, et l'arrivée d'un juge et de soldats devait rétablir l'ordre dans ce drame rural qui défiait toute logique légale. Beaumont, enfermé dans sa cellule, réclamait des avocats à grands cris et plaidait la folie, mais ses appels se heurtaient au mur de pierre, ignoré de tous. Un ironique écho de la prison qu'il avait lui-même conçue pour son oncle. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités fiévreuses pour Marguerite, devenue l'infirmière, la gardienne et l'interprète de M. Étienne. Elle le nourrissait de bouillon léger, cuillerée après cuillerée, nettoyait ses plaies et écoutait ses cauchemars quand le sommeil l'emportait. Le vieil homme, bien que faible, retrouvait par moments de lucidité, et dans l'un de ces instants, il serra la main de Marguerite et murmura quelque chose d'urgent en désignant la cheminée de pierre de la bibliothèque. « Les papiers, Marguerite, les preuves » grogna-t-il avec difficulté. « Ne laissez personne d'autre y toucher. Ils sont derrière la pierre qui n'est pas fixée, celle avec les armoiries. » Marguerite laissa sa mère s'occuper du malade et descendit à la bibliothèque, un lieu imposant rempli de livres que Beaumont n'avait jamais lus, et se dirigea vers la grande cheminée. À l'aide d'un tisonnier, elle laboura la pierre qu'Étienne lui avait décrite. Derrière, dans un trou poussiéreux et noirci par la suie, elle découvrit une boîte métallique rouillée. En l'ouvrant, ils y trouvèrent le testament original, les titres de propriété et une lettre manuscrite d'Étienne datée du jour de sa disparition, détaillant ses soupçons quant à l'ambition de son neveu. Ces documents n'étaient pas de simples documents juridiques. Ils constituaient la condamnation définitive de Beaumont et le salut du patrimoine d'Étienne, une preuve irréfutable qui démantèlerait tout mensonge que le neveu pourrait inventer devant le juge. Lorsque les autorités arrivèrent enfin, dans leurs uniformes impeccables et leurs visages sévères, elles ne trouvèrent pas un différend foncier confus, mais une affaire résolue par le courage d'une femme et la force d'une victime. Marguerite remit la boîte métallique au juge dans le hall principal du domaine, entourée de ses 4 enfants propres et coiffés, tandis que Madame Colette, assise dans un fauteuil de velours, lui donnait l'allure d'une matriarche. Le juge lut les documents en silence, contempla Beaumont enchaîné, puis Étienne dans son fauteuil roulant de fortune, et frappa la table de son maillet symbolique. La justice humaine, si souvent aveugle et sourde dans ces contrées oubliées, avait cette fois les yeux grands ouverts grâce à la lueur d'une bougie dans une cave maudite. La sentence de M. Beaumont ne fut pas prononcée dans un tribunal de marbre, mais là, dans la cour de terre de la propriété qu'il avait profanée par son avidité, sous le regard implacable des contremaîtres qui avaient subi ses coups de fouet et son mépris. Lorsque les soldats le chargèrent sur la charrette des prisonniers, enchaîné pieds et poings comme une bête enragée, il n'y eut ni acclamation ni insulte, seulement un silence pesant et définitif, le bruit du vent emportant les feuilles mortes et ramenant avec lui l'air de la terreur. Beaumont, le visage creusé et le regard perdu dans un abîme de folie naissante, ne leva même pas la tête pour contempler une dernière fois les terres qu'il avait volées. Son esprit s'était brisé à l'instant où il avait vu son oncle se relever de sa tombe, et ce que les fédéraux avaient emporté n'était guère plus qu'une coquille vide, un homme dévoré par ses propres démons avant même d'atteindre la cellule humide qui allait devenir son cercueil. Avec le départ du tyran, le domaine Saint-Michel sembla pousser un long et profond soupir de soulagement, comme si les murs de pierre et les poutres de bois avaient retenu leur souffle pendant une décennie d'oppression. Les fenêtres s'ouvrirent en grand, laissant entrer la lumière dorée de midi et le parfum des champs humides, balayant l'odeur nauséabonde de l'enfermement
et du tabac rance qui imprégnait les meubles et les tapis de l'ancienne administration. Marguerite, sans nomination ni cérémonie officielle, prit les rênes de la maison avec une aisance étonnante. Ses mains, jadis habituées à la rudesse de la houe et du mortier, organisaient désormais les garde-manger, donnaient des instructions douces aux cuisinières et vérifiaient les inventaires avec la précision de quelqu'un qui connaît le prix de chaque grain de blé. Elle n'agissait pas comme une maîtresse hautaine, mais plutôt comme une mère qui soigne et ramène chez elle après une longue maladie. La convalescence de M. Étienne fut lente et douloureuse, un processus de reconstruction qui dépassait la simple guérison de ses blessures. Il fallait panser une âme brisée par la solitude et des tortures systématiques. Durant les premières semaines, ses cris nocturnes continuaient de réveiller la maison. Des cauchemars saisissants où les rats revenaient lui mordre les pieds et où les ténèbres l'engloutissaient à nouveau. Mais cette fois, à son réveil en sueur et tremblant, il trouva la main ferme de Marguerite dans la sienne et un verre d'eau fraîche sur la table de chevet. « Tu es là, Étienne, tu es dans la lumière », répéta-t-elle avec une patience infinie, jusqu'à ce que le rythme cardiaque du vieil homme se stabilise et que la réalité du sauvetage s'impose à nouveau à son esprit embrumé, lui permettant de se rendormir du sommeil fragile des survivants. Les enfants de Marguerite devinrent le remède le plus efficace pour le vieux propriétaire, une bouffée de vie pure qui inondait les couloirs et les jardins longtemps restés silencieux. Jacques, avec son sérieux précoce, devint son ombre et son écuyer, poussant son fauteuil roulant de fortune dans les couloirs, lui lisant de vieux journaux et écoutant avec avidité les récits de ce qu'était le domaine à son apogée. La petite Sophie, qui pouvait à peine parler, rampa jusqu'aux pieds d'Étienne et lui offrit des fleurs cueillies dans le jardin, provoquant des sourires édentés qui illuminaient son visage cadavérique et lui rendaient peu à peu l'humanité que Beaumont avait tenté d'éteindre par des coups de ténèbres et de faim. Madame Colette, quant à elle, vécut ses derniers jours dans une grâce sereine, assise sur la véranda la plus ensoleillée de la maison principale, enveloppée dans de doux châles de laine et contemplant l'horizon d'un regard qui ne cherchait plus la menace, mais la beauté. La vieille femme, qui avait puisé sa force dans le néant pour affronter le diable à cheval, semblait désormais transparente et légère, comme si sa mission sur terre était accomplie et qu'elle attendait seulement le moment propice pour s'en aller. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, ses paroles étaient des déclarations de paix. Elle observait sa fille gérer la propriété, et ses petits-enfants courir en toute sécurité, et elle s'apaisa, sachant que le cycle de souffrance dans sa lignée avait enfin été brisé grâce à sa ténacité et au courage de Marguerite. La transformation de la propriété ne se limita pas aux sphères internes. Sous l'influence de Marguerite et grâce au retour d'Étienne, les pratiques cruelles de Beaumont furent démantelées une à une, comme on arrache les mauvaises herbes d'un jardin fertile. Les greniers furent ouverts, afin de distribuer les surplus de récolte aux familles les plus pauvres du village, qui avaient souffert de famines silencieuses. Les dettes injustes que Beaumont avait inventées pour asservir les paysans à la terre comme des esclaves modernes furent effacées, et les ouvriers renvoyés pour cause de vieillesse ou de maladie furent réembauchés. La nouvelle se répandit dans toute la région. Saint-Michel n'était plus un lieu de peur, mais un refuge. Et les gens recommencèrent à s'approcher, non plus la tête baissée, mais le chapeau à la main et l'espoir dans les yeux, apportant des offrandes de gratitude aux saints qui avaient ramené leur patron du tombeau. Mais une plaie béante demeurait dans le paysage, un rappel tangible de l'horreur qu'on ne pouvait ni ignorer ni dissimuler. Le vieux bâtiment abandonné, cette bâtisse à la lisière de la forêt. Dès qu'il eut la force de se faire transporter en charrette, Étienne demanda à s'y rendre. Il voulait voir sa prison de l'extérieur. Il voulait affronter la gueule du loup maintenant qu'elle n'était plus dans son ventre. À son arrivée, il contempla les murs de pierre et le toit effondré avec un mélange de répulsion et de triomphe, et d'une voix rauque mais muette, il ordonna leur destruction totale. « Qu'il ne reste pas pierre sur pierre, dit-il, que le feu purifie ce que le mal a souillé, et que la terre retrouve sa pureté originelle. » Les contremaîtres exécutèrent l'ordre avec une ferveur quasi religieuse, empilant du bois sec autour du bâtiment et arrosant les murs du même pétrole que Beaumont avait tenté d'utiliser contre Marguerite, mais cette fois dans un but de purification, non de meurtre. Lorsqu'ils allumèrent le feu, les flammes s'élevèrent haut et rugissantes vers le ciel de l'après-midi, consumant le bois pourri, le toit de chaume
et les douloureux souvenirs qui hantaient chaque recoin. La fumée noire qui s'élevait n'exhalait pas une odeur de destruction, mais plutôt de libération, comme si les faux fantômes et les lamentations véritables s'élevaient enfin pour se dissoudre dans l'air pur. Marguerite tenait la main d'Étienne, tandis qu'il regardait l'enfer brûler, et pour la première fois elle sentit disparaître complètement le froid qui l'avait pénétré jusqu'aux os cette nuit d'orage. La destruction du bâtiment et l'emprisonnement de Beaumont marquèrent l'arrivée symbolique d'un printemps nouveau dans la région, coïncidant avec le verdissement effectif des champs après les pluies. Les récoltes de cette année-là furent les plus abondantes jamais enregistrées, comme si la terre elle-même était reconnaissante d'avoir été libérée du sang et du secret qui l'avait empoisonnée. Marguerite apprit à lire et à écrire sous la tutelle d'Étienne, dévorant les ouvrages de comptabilité et d'agronomie avec la même soif de vivre qu'elle avait jadis déployée pour se nourrir, révélant une intelligence vive longtemps enfouie sous des couches de survie brutale. Elle n'était plus la veuve aux pieds nus, mais la véritable dame de Saint-Michel, respectée non pour son nom, mais pour son caractère d'acier. Un soir, 6 mois après le sauvetage, M. Étienne convoqua Marguerite et les enfants à la bibliothèque, où le notaire du village, le même homme qui leur avait autrefois refusé son aide par peur, attendait avec des documents juridiques étalés sur la table en chêne, transpirant nerveusement. Étienne, désormais rasé de près et vêtu avec dignité, bien que toujours en fauteuil roulant, les regarda de ses yeux brillants et humides. « Je n'ai pas d'enfant, Marguerite, et ma famille m'a trahi de la pire des manières, » dit-il d'une voix claire en posant la main sur les papiers. « Mais Dieu m'a donné une famille que je ne mérite pas, une famille qui m'a sauvé du désespoir. Aujourd'hui, devant la loi et devant Dieu, je veux que vous et vos enfants portiez mon nom et héritiez de ces terres, non pas en guise de paiement, mais par justice. » Pour Marguerite, cette offre n'était pas une pluie d'or, mais plutôt un manteau de dignité qui recouvrait instantanément toutes ses hontes passées. Signer ces papiers d'une plume qui tremblait légèrement entre ses doigts calleux signifiait non seulement accepter la terre et le bétail, mais aussi effacer à jamais la stigmatisation de la veuve du bord du chemin et offrir à ses enfants un rempart contre la cruauté du monde. Le notaire, essuyant la sueur de son crâne chauve avec un mouchoir froissé, apposa les sceaux officiels d'un geste sec qui résonna comme le coup de grâce dans la guerre silencieuse qu'ils menaient, légalisant ce que leur cœur leur avait déjà dicté. Le sang de l'eau et de la boue était désormais plus épais que celui des veines corrompues de Beaumont. Les enfants accueillirent la nouvelle avec la gravité des petits adultes que le malheur avait façonnés en eux. Jacques, debout près du fauteuil d'Étienne, accepta le nom de Lacroix comme on reçoit l'épée d'un chevalier, comprenant que ce nom portait en lui la responsabilité de ne jamais devenir le monstre qui les avait précédés. La petite Sophie, inconsciente des subtilités juridiques mais sensible à l'amour, grimpa sur les genoux du vieil homme et embrassa sa joue creuse, scellant le pacte d'adoption avec une pureté qu'aucune loi écrite ne saurait égaler. Tandis qu'Étienne pleurait en silence, remerciant un Dieu auquel il avait cessé de croire durant sa captivité, de lui avoir rendu la famille que la cupidité lui avait arrachée, Madame Colette, la matriarche d'acier qui avait défié chevaliers et flammes, sentit le dernier nœud de tension qui maintenait ses frêles os se dénouer doucement. L'avenir de sa lignée assurée et protégée des intempéries, elle sentit ce dernier nœud se défaire de lui-même. Cette même nuit, elle demanda à être conduite dans le couloir pour contempler les étoiles, enveloppée par le parfum du jasmin nocturne qui embaumait l'air pur de la maison. Elle ne fit pas d'adieux théâtraux, ni ne prodigua de conseils de dernière minute. Elle ferma simplement les yeux, un léger sourire aux lèvres, rendant son dernier souffle avec la même simplicité qu'une feuille morte tombe de sa branche à l'arrivée de l'automne, sachant que son heure était venue. Sa mort n'était pas une tragédie, mais plutôt une conclusion poétique et nécessaire, un doux crépuscule après une journée d'orage brutal. Marguerite la trouva à l'aube, froide, mais le visage serein, et bien que la douleur de la perte lui transperçât le cœur, elle ressentit aussi une immense paix en sachant que sa mère était partie sur un lit de plumes, sous un toit sûr, entouré d'amour, loin de la boue et de l'humiliation de la route. Les obsèques de Madame Colette ont rassemblé une foule immense, la plus importante qu'ait connue la région depuis des décennies, surpassant même les célébrations de la fête patronale. Des gens sont descendus des montagnes, des paysans des villages voisins sont arrivés, et même d'anciens détracteurs se sont approchés,
pour rendre hommage à la courageuse grand-mère qui avait tenu tête au tyran d'un doigt levé. On l'inhuma dans le jardin principal de la propriété, non au cimetière éloigné, à l'ombre d'un noyer centenaire, car Étienne insistait sur le fait qu'elle était la véritable racine du nouveau Saint-Michel et qu'elle devait veiller à jamais sur la maison. Sur sa tombe, on ne déposa ni marbre froid ni statue prétentieuse, mais une simple et robuste pierre de rivière, gravée d'une phrase choisie par Marguerite. Ici repose la force qui a déplacé des montagnes sans main, transformant ainsi sa sépulture en un petit sanctuaire où poussaient toujours des fleurs fraîches et où les enfants jouaient sans crainte, intégrant la mort au quotidien comme une enseignante et non comme une bourreau. Les années s'écoulèrent, non pas avec la lenteur lancinante de la souffrance, mais au contraire à la vitesse vertigineuse de la prospérité et du labeur. Les champs de Saint-Michel prospérèrent sous la main ferme de Marguerite et la sagesse ancestrale d'Étienne, produisant des récoltes qui suscitaient l'envie et l'admiration de toute la province. Jacques devint un homme grand et blond, apprenant à gérer la terre avec respect et non avec un fouet, tandis que ses frères étudiaient en ville et revenaient pendant les vacances pour remplir la grande maison de musique et de rire, effaçant à chaque nouvelle joie une couche de la vieille obscurité qui avait imprégné les murs pendant le règne de Beaumont. Des nouvelles sporadiques et sinistres parvenaient de Beaumont, des nouvelles que personne sur place ne célébrait, mais que tous écoutaient avec le soulagement de ceux qui confirment que le cauchemar reste enfermé. On disait qu'il avait complètement perdu la raison à la prison d'État, hurlant la nuit que son oncle défunt venait lui mordre les pieds et qu'il était mort seul dans une cellule humide, rongé par la tuberculose et l'oubli, sans que personne ne réclame sa dépouille. Sa fin misérable contrastait parfaitement avec la vie lumineuse qui s'épanouissait sur les terres qu'il avait tenté de voler, confirmant ainsi que la justice divine, bien que parfois lente à venir, exige des intérêts pour toute la douleur semée. Monsieur Étienne vécut encore 8 ans, une décennie de dons qu'il savoura pleinement, devenant le grand-père adoré d'une génération qui portait non pas son sang, mais son esprit. Il passait ses après-midi à la bibliothèque à enseigner l'histoire aux plus jeunes, ou simplement assis sur la véranda à regarder la pluie tomber, non plus comme une menace d'inondation, mais comme une bénédiction pour les récoltes, se réconciliant avec cet élément qui avait jadis été témoin de son malheur. Lorsqu'il s'éteignit enfin, il s'endormit dans son fauteuil, une photo de sa nouvelle famille sur les genoux, et fut enterré à côté de Madame Colette, unissant dans la mort les 2 piliers qui avaient soutenu le ciel lorsqu'il menaçait de s'effondrer. Marguerite, désormais mûre, les cheveux argentés et le visage marqué par une vie de soleil et de labeur, était devenue une figure légendaire de la région, la sainte patronne de la générosité, célèbre non pour sa fortune, mais pour son incapacité chronique à refuser son aide à quiconque la lui demandait. Elle avait transformé la propriété en bien plus qu'une simple exploitation agricole. Il fonda une école pour les enfants des paysans, construisit un petit dispensaire et instaura la règle inflexible qu'aucun voyageur, si pauvre ou sale fût-il, ne serait expulsé de leur terre sans un repas chaud et un abri sec pour dormir. Il se remémorait chaque jour la sensation de la boue sous ses pieds et le froid qui lui transperçait les os, et transforma ce souvenir traumatique en un moteur de charité inépuisable qui changea radicalement le tissu social de toute la vallée. L'histoire de cette nuit d'orage, du grattement sous la terre et de la vieille femme qui défia les chevaliers, devint un conte que les mères racontaient à leurs enfants au coin du feu, non pour les effrayer, mais pour leur apprendre que le courage n'a ni taille ni âge. On disait que les nuits de forte pluie, si l'on tendait l'oreille près de l'endroit où se dressait jadis le bâtiment abandonné, on n'entendait ni lamentation ni cri de terreur, mais plutôt le bruit de chaînes qui se brisent et un doux rire de soulagement, comme si la terre elle-même célébrait encore sa libération. Ainsi, ce qui avait commencé comme une chronique de honte et de douleur s'est transformé en un hymne d'espoir, écrit non pas à l'encre, mais par les actions d'une femme qui a refusé d'accepter la fin que d'autres avaient écrite pour elle. Bien des années plus tard, par une nuit où le ciel se déchira à nouveau sous un orage électrique, qui rappelait cruellement cette date funeste de 1912, on frappa avec insistance à la porte principale du domaine Saint-Michel. Les nouveaux domestiques hésitèrent, effrayés par les éclairs qui zébraient le ciel et par le vent qui hurlait comme une bête blessée cherchant refuge. Mais Marguerite, qui marchait déjà lentement en s'appuyant sur une canne en chêne poli,
ordonna qu'on ouvre les verrous sans plus attendre. Sur le seuil, trempée jusqu'aux os et tremblante d'une fièvre qui n'était pas seulement physique, se tenait une jeune mère, un bébé emmailloté dans des châles trempés dans les bras, reflet de son propre passé qui lui serrait le cœur avec la force d'un souvenir vif et douloureux. Aucune question ne fut posée sur ses origines, aucun jugement sur sa situation, aucune demande de travail en échange du gîte et du couvert. Marguerite s'écarta simplement avec l'élégance d'une reine, déploya une chaude couverture de laine qu'elle gardait toujours à portée de main près de l'entrée pour de telles occasions, et prononça les mots qu'elle aurait tant aimé entendre des décennies plus tôt de la bouche de Beaumont. « Entre, ma fille, car ici le froid reste dehors et la peur n'a pas le droit d'entrer. » Cette jeune femme resta d'abord par nécessité absolue, puis par amour pour la terre qui l'avait accueillie. Et c'est elle qui, bien des années plus tard, tenait la main de Marguerite sur son lit de mort, bouclant ainsi un cercle parfait de compassion qui démontrait que le bien semé en terre fertile porte ses fruits, même des générations après les semailles. Marguerite mourut dans le calme d'une aube paisible, la fenêtre ouverte sur la forêt, là où se dressait jadis l'édifice infernal. Et ceux qui étaient présents disent que son visage ne trahissait ni peur ni regret, mais plutôt la profonde et sereine satisfaction de celle qui a laissé le monde un peu plus propre et plus juste qu'elle ne l'avait trouvé. Il n'a laissé aucune dette, aucun ennemi vivant, ni aucun secret honteux enfoui sous le plancher. Il a laissé une lignée d'hommes et de femmes de sang et de cœur qui savaient que la véritable noblesse ne réside ni dans un nom de famille, ni dans un compte en banque, mais dans la capacité inébranlable d'écouter la souffrance d'autrui et d'avoir le courage de ne pas rester sourd aux cris des oubliés. Le domaine Saint-Michel existe encore aujourd'hui, bien que le temps ait changé les noms et les visages, mais la structure du manoir conserve cette atmosphère de refuge sacré que Marguerite et Étienne ont bâti sur les ruines de l'égoïsme de Beaumont. Là où se dressait jadis le bâtiment abandonné, plus aucune mauvaise herbe ne pousse, plus aucune eau stagnante ne s'accumule. Désormais, un champ de tournesol s'étend, toujours tourné vers la lumière, nourri d'une terre purifiée par le feu et bénie par la justice, effaçant toute trace de la prison souterraine qui s'y trouvait autrefois. Les anciens du village continuent de montrer l'endroit aux étrangers, non pas pour raconter des histoires de fantômes qui effraient les enfants, mais pour narrer la légende de la grand-mère qui s'est levée de son lit de mort pour révéler la vérité et celle de la mère qui n'a pas eu peur d'entrer dans la fosse aux lions pour sauver un étranger, rappelant à tous que la terre n'appartient pas à ceux qui l'entourent, mais à ceux qui l'aiment et la protègent. L'histoire de Marguerite nous enseigne une leçon universelle et intemporelle. Il n'existe pas de lieu véritablement maudit, seulement des lieux oubliés par l'amour et la justice, qui attendent patiemment quelqu'un d'assez courageux pour allumer une bougie solitaire dans l'obscurité absolue. Le bâtiment abandonné, ce coin misérable que personne ne voulait, que tous évitaient en faisant le signe de croix par superstition, s'avéra être le coffre-fort sordide qui détenait la clé d'or de la liberté pour toute une famille et de la rédemption morale pour tout un village. Parfois, la vie nous pousse violemment dans la bouse et la tempête, non pas pour nous souiller ou nous détruire, mais plutôt pour nous forcer à regarder en bas et à trouver ce qui s'y cache, nous obligeant à creuser avec des ongles ensanglantés jusqu'à ce que nous trouvions notre propre force et le trésor que le destin nous avait réservé sous les couches de souffrance. Marguerite ne s'est jamais considérée comme une héroïne et n'a jamais permis à personne de l'appeler ainsi de son vivant. Elle disait toujours qu'elle n'était qu'une mère désespérée, qui avait fait ce que n'importe quelle autre mère aurait fait pour empêcher ses enfants de dormir sous la pluie. Mais son histoire prouve que le véritable héroïsme ne requiert ni cap ni pouvoir surnaturel. Il suffit d'une détermination farouche à ne jamais baisser les bras quand le monde vous claque la porte au nez, et d'une intégrité à toute épreuve pour garder le cœur ouvert, même brisé 1000 fois. Ta vie est la preuve vivante que, même dans le silence le plus terrifiant d'une nuit d'orage, une voix humaine attend toujours d'être entendue, et que répondre à cet appel peut changer le cours de l'histoire à jamais. Et vous, avez-vous entendu des histoires similaires là où vous habitez? Dites-le moi dans les commentaires.